Moi, j'ai toujours en tête l'histoire de ce mec qui achète un vélo, qui se dit je vais le retaper et à la retraite, je vais faire le tour du monde. Et il retape son vélo, il retape son vélo. Arrive à la retraite, et ben il a un peu peur en fait de la mer. Donc il y va pas. Ou pire, il a une maladie, il meurt, il y va jamais. Mais il a retapé son vélo pendant super longtemps. Et il a racheté des pièces et des pièces maintenant. Moi, j'ai l'impression, j'ai pas le temps en fait. Salut, ici Harald pour le site ultracyclisme.fr. Pour ce 5e épisode de notre podcast, je te propose aujourd'hui un échange avec Caroline Prigent, une cycliste et triathlète récemment revenue de la Race Across Rwanda et qui s'élancera cet été au départ de la TCR en Belgique. Pour ne rater aucun des prochains épisodes, je te propose de t'abonner sur les plateformes de podcast, de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, notre Instagram ou sur le site ultracyclisme.fr où tu retrouveras tout notre contenu. Pour cet épisode, Caroline nous partage l'essence du plaisir qu'elle trouve dans le vélo, l'amour des rencontres et des montagnes qu'on voit défiler à l'horizon. Faut-il partir loin pour bien partir ? Entre Rwanda, Oman, Patagonie et Espagne, Caroline nous transmet ce que l'ailleurs nous traduit de nous-mêmes. Alors, j'espère que tu apprécieras cet épisode et je te souhaite une très bonne écoute. Donc je m'appelle Caroline. Je fais du triathlon et du vélo. Ces derniers temps, surtout beaucoup de vélo, beaucoup de longues distances. J'ai commencé le sport très tard parce que j'ai grandi à Paris. Donc j'ai plutôt fait du théâtre que du sport. Mais j'ai fait beaucoup de rando avec mes parents. Et je pense que ça m'a vachement orientée vers l'ultracyclisme avec une expérience du dehors, de l'extérieur. Et en école de commerce, j'ai fait du rugby. C'est là que j'ai compris que j'avais beaucoup d'énergie à dépenser. Mais j'ai arrêté parce que j'étais hyper stressée par le fait de devoir gagner ou perdre, du coup. Et avec le triathlon, j'ai découvert l'idée de en fait, juste faire de ton mieux quand tu étais sur la ligne de départ, sans idée de perdre ou de gagner. Et ça m'a vachement rassurée. Et en fait, ça a été hyper naturel parce que du coup, j'ai marché au plaisir. Plus je me suis vachement orientée. Dans toutes mes courses, je l'ai fait en me disant oh, vas-y, je peux le faire, donc je le fais. Et au fur et à mesure, c'était ah bah vas-y, je m'inscris à ça, ouais, je m'inscris à ça. Sans me poser la question sans me mettre la pression en fait de dire d'avoir en tête un succès ou un échec. C'est plus un copain qui te dit ah, t'es chaud, ouais, ok. Et t'y vas et tu vois, et ça m'a amené rapidement à faire mon premier Ironman. Qui était en fait pareil, je me suis pas mis la pression, c'était parce que c'était pas un objectif de vie. Donc ça j'ai envie de me l'appliquer, tu vois, dans la vie pro. Et après le premier Ironman, je me suis dit ah bah en fait j'aime bien la gestion de l'effort long. Donc j'ai fait un trail de 72 km, c'était à Saint-Élion. J'ai réalisé qu'en fait courir, pédaler, ce que tu apprends c'est la gestion du long et de l'aléa sur le long. Et après, il y a un copain qui m'a dit ah en fait il y a un mec qui a lancé un truc, ça s'appelle Chilkoot. Donc ça te permet de faire des week-ends de vélo longue distance. Ça c'était assez longtemps, c'était en 2017 je crois. Et en fait c'est Luc Royer qui avait lancé Chilkoot, donc celui qui fait la Born to Ride. Et là on est arrivé, premier week-end, trop bien, trop bonne ambiance.
c'est dans le sud, les parcours sont trop beaux, tu fais de la longue distance. Enfin, expérience géniale, où on se retrouve hyper... Enfin, c'était, ouais, enfin, tu comprends un peu le délire, et c'est vraiment une super expérience, et là, c'était un peu... La machine était lancée, quoi. En parallèle, quelqu'un me dit, ah, tu veux pas refaire un Ironman? Je fais, ok, bon. Mais bref, mais d'Ironman en Ironman, j'ai quand même réalisé que ça m'intéressait beaucoup moins le côté aseptisé de l'Ironman, où t'es sur un parcours défini, c'est fermé, les gens sont propres, ils ont des beaux vélos. Moi, ce que j'aime, c'est être en champ libre, c'est partir de chez toi, ça c'est l'idéal, et de rouler. La gestion du réel, la météo, la faim, la soif, le corps, la saleté, dormir dehors, enfin c'est que des trucs en fait c'est ça qui me plaît plus que l'effort. Et je pense que je pourrais le trouver aussi dans le trail. J'adore cette c'est toujours cette enfin je sais pas, cette idée de pouvoir partir chez toi. À la rigueur tu cours, tu nages, bon là en l'occurrence tu sors de chez toi, tu pédales, mais en fait de se dire que le territoire est à découvrir, et tu le découvres par, je sais pas, physiquement, quoi, par ton contact avec la terre. Moi j'ai vachement cette idée de frontière, genre que tu dépasses, que tu repousses. Je le ressens, cette idée de découvrir le monde, pousser la frontière. Moi je considère que je n'ai aucun esprit de compétition. Genre vraiment. Et justement, je pense que c'est pour ça que je suis passée du rugby à un sport individuel. C'est que si on me dit il est devant, faut le défoncer, mais je n'ai aucun esprit de compétition. Et surtout dans le long, je pense que ma force, et je pense que c'est aussi pour ça que je m'épanouis dans ce sport, c'est parce que j'ai, comment dire, mes caractéristiques personnelles sont d'être une bête de somme, c'est-à-dire que je suis capable d'encaisser, je sais, genre en gros je suis en mode, je peux me mettre en mode tunnel ou méditatif ou juste je peux porter beaucoup sur je sais pas, à chaque fois j'ai cette image de porter beaucoup sur mon dos, et le côté pas l'esprit de compétition, parce qu'en fait ça me permet de revenir toujours à moi, à mon corps. En fait c'est, est-ce que tu vas bien? Oui. Est-ce que, enfin c'est toujours la même chose, est-ce que t'as soif, est-ce que t'as faim, toujours revenir à soi. Là où si j'étais en esprit de compétition, ça me sortirait de ma zone de confort, et ça me mettrait en danger, parce que quand je sors de ma zone de confort, j'ai peur de l'épuisement, l'hypoglycémie, même, ouais, tu t'oublies, parce que ton objectif c'est plus d'être à l'écoute de toi, c'est de défoncer l'autre, ce qui est pas très productif. J'ai jamais fait de sport de compétition. J'ai fait de la gymnastique. Et genre, ouais, du ruban, des barres parallèles, des barres asymétriques, enfin, plus la gym, quoi. Mais alors, pour le coup, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse en parallèle de la pratique du vélo, et que j'ai beaucoup aussi alimenté, appris avec le confinement. C'est la pratique du yoga, le retour au corps. J'ai fait des cours de mouvement. Il y a tout un truc qui s'appelle la culture du mouvement, qui est développé par Ido Portal, et ça m'a beaucoup aidé pour repenser le rapport au corps, au mouvement, à la souplesse, au souffle. Mais ça m'a aussi renforcé physiquement, et je l'ai beaucoup senti sur le vélo, et je me sens beaucoup mieux depuis que je mixe les pratiques. Et je trouve ça hyper complémentaire, même psychologiquement, que je continue là-dessus. Là, j'ai fait mon dernier Ironman en octobre. C'était l'Ironman d'Italie. C'est un Ironman de Barcelone. C'est un Ironman plat, qui n'a pas beaucoup pour moi, de charme. C'est pas très beau en fait. C'est pas à Barcelone même. Et les paysages sont pas très beaux. Et moi, il y a un truc qui me plaît dans le vélo, c'est les paysages. J'aime la beauté du monde. Et c'est pour ça que je fais ça. C'est pour aller à la rencontre de la beauté du monde, ou que la beauté du monde vienne à moi, je ne sais pas. Mais pédaler sur une autoroute à 30 km/h,
en draftant plus ou moins. Ça m'intéresse plus trop. Et surtout, je sais que je suis cap en fait. Donc je pense que ce que j'aimais bien, c'était quand on le faisait quand c'était en mode grégaire, enfin en mode équipe. Ça, moi, j'aime bien. Mais si c'est pour le faire seul et pour un objectif de temps. Enfin, je me suis posé la question pendant la course à pied. Franchement, si c'est pour à la fin qu'on dise You are an Iron Man, je sais, c'est bon, je suis déjà. Je vois bien que je suis en train de courir comme une mémé, donc je suis une Iron Man, mais je suis aussi une mémé man. Moi j'aime bien dans les courses, même si tu roules pas avec les gens, on continue, tu vas croiser les gens, tu vas les revoir, tu vas machin. Il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans mon club de triathlon. Et en fait, dans mon club de triathlon, il y a des gens qui ont eu les mêmes intérêts que moi pour le vélo longue distance ouais, pour des idées farfelues aussi. C'est-à-dire qu'il y a un petit groupe qui s'est détaché où quand tu dis qui est chaud pour faire, je sais pas, du kayak sur lequel on met un vélo, bah il y a toujours, je sais pas, il y a 3 huluberlus et c'est cool de se dire qu'on peut être entouré de gens qui sont chauds pour tout. Surtout à Paris, parce que moi, quand j'ai commencé le vélo, en fait, dans mon groupe de potes de Paris, personne ne faisait de sport. Et je sentais bien que j'avais en moi une intuition je sais pas, d'aventure, quelque chose comme ça, mais je savais pas du tout vers qui, comment me lancer. Et il y avait personne pour un peu me montrer la voie. Il y a des gens qu'on croise, qui font toujours, qui sont sur les mêmes parcours de course, ou justement qui veulent changer, comme j'ai fait différents modèles. Enfin, il y a des gens que tu croises toujours sur les Biking Man, il y a des gens que tu croises toujours sur les Panto Ride, il y a des gens que tu croises toujours sur les Gravelman. J'ai beaucoup voyagé avec mes parents quand j'étais petite. Je pense que... Et après, très rapidement, à 18 ans, je suis partie, j'ai voyagé en Inde toute seule, mais dans un sac à dos. Après, j'ai fait des échanges en Nouvelle-Zélande, en Colombie, j'ai habité à Montréal. Donc, j'avais cette envie d'ailleurs, en tout cas jeune. Et je l'ai un peu mis de côté parce que justement, moi, je suis convaincue de l'importance de la micro-aventure, de faire de ces 2 jours de la semaine quelque chose, de vivre en fait, ces 2 jours de la semaine. Bon, l'avantage de Paris, c'est que tu peux prendre le TGV et que les portes s'ouvrent, tu peux aller partout, quoi. On peut faire de grandes aventures pas loin de chez soi. Cependant, avec la race Rwanda, ça faisait longtemps que je n'étais pas partie à l'étranger, 2 ans. Et quand je suis arrivée au Rwanda, il y avait cette air ambiant. Tout de suite, il y a eu les gens que j'ai rencontrés, donc de la course, mais aussi les locaux. J'ai retrouvé en fait le plaisir du voyage que j'avais oublié. Et je me suis dit, mais c'est pour ça en fait qu'on part à l'étranger et que même si je dois concilier mes volontés écologiques avec mes volontés de voyage, c'est ce qui devient de plus en plus dur. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier en fait, le voyage, parce que ça permet de pas oublier de pas se renfermer juste sur nous, notre culture. Et quand je dis notre culture, c'est culture peut-être française, mais aussi culture européenne. Donc là, j'ai plus tendance à voyager. Ce que j'ai fait ces dernières années, c'était plus l'Espagne ou je sais pas, l'Italie. Mais aller au Rwanda, en fait, ouais, ça m'a ravivé la flamme et l'importance du voyage, quoi, de voir d'autres gens. Et là, c'est radical en plus, la façon de vivre là-bas, ce que tu vois aussi à travers le vélo. Et pour moi, le vélo, c'est aussi le meilleur moyen de voyager.
J'avais fait, pas en course, mais j'ai fait la Carretera Austral en vélo, toute seule. C'est la Patagonie, en fait. Donc, tu descends le Chili et l'Argentine. C'était mon premier voyage en vélo seul. Peut-être que j'aurais pu découvrir les mêmes sensations dans la Creuse, mais là, enfin, je vais même pas essayer de faire des parallèles. Enfin, ça t'embarque quand même ailleurs. Je pense que c'est complémentaire en fait, voyager loin et voyager chez soi. L'important c'est de. Enfin, ça te permet de découvrir le monde et les gens et pas et de kiffer. Moi je pense que la pratique de la longue distance m'a beaucoup aidée. Quand j'ai commencé, je pense que j'avais plein d'idées parasites tout le temps, etc. Et dans la longue distance, enfin, c'est pas secret, mais on rentre dans un état méditatif très agréable qui m'a permis de beaucoup me calmer, enfin calmer mes pensées, mais aussi dépenser cette énergie je savais pas que je débordais autant d'énergie et que j'avais besoin d'un catalyseur qui dure 12 heures. Mais bon, pour moi, le vélo est la pratique du long est un outil thérapeutique, mais pour plusieurs raisons. Pour cet aspect méditatif, mais aussi pour... moi, j'ai cette reconnexion à la nature par le vélo, si t'es plus justement en forêt ou en gravel. Reconnexion aussi au basique. Ce que j'adore et ce qui est hyper envoûtant dans la course et très dur à oublier quand tu reviens à la vie réelle, c'est que t'es sur des basiques pendant 3 jours, 4 jours. Tu penses qu'il y a 3 trucs, quoi, genre manger, boire, est-ce que j'ai mal au cul ? Ce qui est assez limité comme pensée, mais ce qui permet de penser aux essentiels, quoi. Ouais, et du coup, de remettre au centre ce qui est important, quoi. Je me suis inscrite il n'y a pas si longtemps à la Race Rwanda. Et donc, pour des contraintes sanitaires, le format de course n'a pas pu avoir lieu. Et l'organisateur, Simon, qui a un esprit entrepreneurial et créatif qui est assez impressionnant, a tout de suite repensé le modèle et a dit ok, on va faire en fait un bikepacking event. Et donc le principe de ce voyage bikepacking, c'est de dire this is not a race, donc c'est pas une course, et this is not a guided tour, c'est pas un tour guidé, quoi. Et j'ai trouvé que cette définition, elle était trop bien. Et son application a été géniale, et que tous les gens qui ont participé, je pense, ont beaucoup apprécié ce format. Parce que tu avais des journées exigeantes avec, je sais pas, 120 ou 150 km avec choix route, gravel ou mix. Donc chacun partait sur la trace qu'il souhaitait. Et le soir, tout le monde se retrouve au même endroit. Et là, c'est sympa, c'est hyper convivial en fait. Tu bois des bières, tu manges des frites à 16h avant le dîner de 18h. Tout le monde partage sa journée. Et tu te couches tôt et le lendemain tu repars. Mais t'as ce côté, il y a eu ce côté convivial que t'as pas forcément, que t'as pas dans les courses. Enfin, si dans les courses tu les as, ça va être, c'est pas la même chose. Et ça a duré 7 jours. Donc 7 jours c'est marrant parce que c'est long, enfin c'est dur à gérer comme effort en termes d'effort long.
Tu vois, on pourrait croire qu'une course c'est plus facile parce que. Une course c'est plus dur, machin, parce que t'encaisses plus de kilomètres. En fait, le fait de réitérer un effort sur sur aussi longtemps, entre guillemets, bah c'est aussi très exigeant. Ce que j'ai aussi adoré dans la race au Rwanda, c'était en fait de faire du tourisme sportif, on va dire. Enfin, c'est de découvrir un pays par le vélo. Ça m'a fait penser à mon voyage en Patagonie. Euh, le vélo, c'est le moyen parfait de découvrir le Rwanda, parce que c'est un pays où en fait les gens se déplacent à vélo et à pied. Parce qu'au début, l'organisateur nous avait dit c'est un pays, c'est une terre de vélo. Alors je me suis dit ok, super. En fait, j'avais pas compris que c'était une terre de vélo, ça veut dire pas de voiture en fait, ce ne sont que des vélos. Donc quand toi-même t'es à vélo, t'es avec les gens en fait. T'es à la hauteur des gens, tu partages le même, je sais pas, le même moyen de transport, du coup tu draftes ou tu te fais drafter par un mec qui est en single speed, enfin surtout sur une bicyclette qui fait cri 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 cri, il arrive à te tracer, il porte des bananes en même temps. Donc t'es avec les gens et puis bon, et tous les avantages du vélo, c'est que tu sens tout quoi, tu sens l'air, tu sens la pluie. Je me suis plus dit c'est un superbe voyage qu'une superbe course. Et c'est ça que je recherche dans le vélo, la pratique du vélo. Comme toujours quand tu pars dans des pays comme ça, 2 semaines avant, l'ensemble de ton entourage s'inquiète et te dit oh, mon Dieu, le Rwanda, mais t'as pas peur Et donc tu te montes un peu la tête. Et en fait, quand je suis arrivée à l'aéroport, rien qu'à l'aéroport, il y avait personne déjà. C'était un calme. L'air était doux. Les gens, le mec qui venait nous chercher, euh, hyper sympa. On a laissé les vélos comme ça, en attendant les autres, enfin hyper safe. Bon, et ça s'est confirmé pendant tout le voyage, en fait, c'est un pays hyper safe. C'est un pays qui est magnifique. Moi, c'est déchanté à perte de vue. Même c'est une végétation hyper luxuriante. Bon, du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'il pleuve un peu pour irriguer un peu tout ça. C'est aussi un pays hyper dense. Donc en fait, t'as des gens partout, sur toute la route. Des gens qui te motivent, mais c'est assez incroyable à chaque fois que tu passes. Alors parfois, un peu tendu parce que toi, t'es sur une pente à 12%, tu galères à monter et t'as 15 enfants qui marchent à côté de toi pendant 5 km. Et eux, ils vont très bien, alors que toi, tu galères. Mais ça fait ouais, c'est une atmosphère assez incroyable. Tu t'arrêtes dans les petits shops pour prendre de l'eau ou des petits beignets. Ça, c'est un truc aussi que j'aime bien dans les courses longue distance, même à l'étranger, même de proximité. T'as toujours le produit, le truc que tu vas manger pendant toute ta course. Pour la Transpyrénée, c'était bocadillo de tortilla. Chaque fois que j'arrivais dans un endroit, je disais bocadillo de tortilla pour favor. Et voilà. À Oman, c'était un jus immonde. Mais enfin, à chaque fois que j'arrivais, je demandais ce truc-là. Tu le buvais en 2 secondes. Et là, c'était les beignets. Une sorte de boule bien grasse. Et ça, c'est un carburant d'enfer. Et c'est le truc donc, que tu vas manger pendant une semaine. Après, tu peux plus le voir, mais tu crées un lien affectif avec cette bouffe. En fait, le matin, tu pouvais, soit tu partais seul, soit tu partais avec des gens. En général, le matin, on se retrouvait quand même assez rapidement dans des petits pelotons qui explosaient aussi très rapidement. Donc, en gros, la première heure, on va dire, je sais pas, 5h30, 6h, tu pars plus ou moins ensemble et après ça se délite très vite à la première montée où il y en a qui fait la trace route, toi tu fais la trace gravel. Moi j'aime bien rouler seule, surtout sur du long parce que c'est toujours la même chose, tu te cales sur ton rythme à toi et si dès que si je sors de mon rythme, je sais que je pourrais pas tenir la journée ou la semaine donc
Et j'aime bien aussi, là, t'es sur ton terrain, le gravel tout seul. C'est trop cool, quoi. J'aime bien cette sensation d'être seul, se retrouver avec soi-même. Et puis c'est aussi amusant quand t'arrives dans un village et qu'en fait tu vois 3 vélos à côté d'un shop et tu fais ah c'est machin et tout. On ne roulait pas de nuit. Bon, c'était pas le principe. Parce que sinon j'adore rouler de la nuit en fait. Mais c'était bien aussi de ne pas rouler de nuit au Rwanda parce que ça aurait été vraiment dommage de louper la beauté de ces paysages ou même les gens en roulant de nuit pour faire une course. Alors que si c'est dans un paysage que tu connais plus, j'aime bien découvrir la nuit. Mais c'est un peu comme quand tu fais la rando, tu vois. J'aime bien ce côté où tu dors à 21h30, max 22h, tu te réveilles à 5h, franchement sans trop de problèmes. Et ouais, je trouve ça hyper apaisant, je trouve ça vachement reposant. Enfin, c'est un peu mon idéal de vacances comme format. Coucher tôt, lever tôt, faire beaucoup à la journée. J'ai pas besoin en général, enfin j'ai pas besoin de zone de moments de repos après les courses ou souvent, enfin après les Ironman ou même les triathlons longs. Hein. Bah t'es au bureau le lundi. C'est assez amusant parce que t'as le corps fatigué, t'as l'impression d'être un peu extérieur à l'agitation du monde. T'as l'impression d'avoir touché le réel, quoi. Enfin, la vraie vie. Je reviens toujours sur mon triptyque, là, manger, boire. Non, mais t'as vécu le vrai, t'as senti les éléments, t'as senti ton corps, t'as senti tes émotions. Et là, tu reviens. Je mime l'ordinateur. Euh, oui, tu trouves que c'est un peu. Que c'est une grande mascarade et que la vraie vie est ailleurs. Donc, oui, évidemment, ça te fout un coup. On se réhabitue vite à rentrer dans le monde de l'entreprise. Mais c'est aussi addictif pour ça. Je reviens, la première chose à laquelle je pense, c'est au prochain voyage, un voyage entre guillemets, même à la prochaine échappée, à la prochaine micro-aventure. Donc soit t'aimes bien les grosses soirées, soit tu fais des ultras, parce que t'as besoin de sensations fortes, de sentir vivant. Alors moi ce qui me marque souvent, les gens associent ce qu'on fait, ce que je fais, à de la souffrance. Et alors moi c'est marrant parce que je considère que j'ai aucun... Je supporte pas la souffrance. Je sais pas, par exemple, le home trainer, c'est un très bon exemple. Le home trainer, pour moi, c'est de la souffrance. Parce que ça me pousse dans des retranchements, je sais pas, cardio, je sais pas quoi, atroces. Je souffre, je supporte pas ça. Je suis très mauvaise en fractionné parce que, justement, j'aime pas me mettre dans le mal. Donc ça, c'est assez dur à expliquer aux gens que c'est pas de la souffrance, mais c'est même pas du dépassement de soi, c'est vraiment juste, je sais pas, de l'accomplissement, du kiff, quoi, du plaisir. Ça, c'est assez dur à partager. Dès lors que t'as testé le voyage à pied ou à vélo, tout autre moyen semble inutile, sans intérêt parce que j'ai une histoire sur la Patagonie. À la fin de la carretera australe, en fait, j'avais loué un vélo, j'ai rendu mon vélo. J'ai pris un car pour aller... je sais plus le nom de la ville. Mais j'ai pris un car pour faire, je crois, 40 km. Je suis rentrée dans le car, donc j'avais fait que du vélo depuis un mois, en gros. Là, petite clim, etc. Et on passe, en fait, sur 40 km de quasiment désert en Patagonie. Et là, je vois passer, en fait, au pied du car, 2 potes avec qui j'avais roulé pendant toute la carretera australe, enfin, que j'avais croisé, je veux dire. Et je les voyais galérer. Ils étaient penchés, ils se prenaient le vent de face. Et en fait, je regarde autour et je réalise qu'il n'y a pas une zone d'ombre. Il n'y a pas un endroit pour récupérer de l'eau.
Et là, je me dis, mais c'est fou parce qu'en fait, là, moi, je suis dans ma bulle avec clim, je sens rien, je vois rien. En fait, genre, cette histoire d'eau, je l'aurais même pas vue si j'avais pas eu eux comme référentiel. Cette histoire de vent de face, j'aurais même pas su, je sais pas, qu'en Patagonie, il y avait du vent. J'aurais même pas su que le soleil dardait sur la Terre. En gros, genre, enfin, tout autre moyen de transport te coupe en fait du monde. Donc de tes sensations, ok, mais aussi des éléments. Et les éléments, c'est ce qui te fait... tu te connectes avec la terre, la nature, mais aussi avec toi en tant que... Je sais pas, en tant qu'animal, ou en tant que... Donc avec tes émotions aussi, quoi. Moi, ça m'a vachement reconnecté avec les saisons. Et surtout en vivant à Paris, euh, j'ai adoré découvrir que il y avait un automne et de découvrir que les forêts rougissent et pas seulement l'arbre du square d'à côté. Enfin, qu'il y a une ouais que tout ça vit en fait. Ouais, te reconnecter au vivant. Et les éléments pour moi c'est vraiment un truc important parce que oui tu le subis, la pluie, le vent, le chaud, mais mais on a tellement appris à vivre dans des bulles aseptisées qu'on appelle confort que on se déconnecte du vivant et de la nature et on oublie à quel point c'est essentiel pour nous. J'ai une attirance du nomadisme. Alors, qu'est-ce que j'appelle nomadisme? En fait, c'est un peu ma révélation post-Patagonie, mais que j'ai pas encore alimentée. Mais je me suis dit qu'un jour je l'alimenterai. Où ma zone de confort, c'est quand je roule et que je dors dans ma tente. Et je me suis dit, et vraiment, je suis trop bien dans ma tente. Je me suis dit, c'était bizarre de pas, de pas vivre comme ça parce que, étrangement, j'ai l'impression de déployer beaucoup plus d'efforts à vivre en entreprise que à faire ma bouffe au réchaud et de dormir dans ma tente. Bon là ça fait 8 ans que je bosse, donc je pense que j'ai un peu appris ce que c'était l'entreprise, mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est une imposture. Le monde de l'entreprise est une imposture et que le monde réel est ailleurs. Donc cette vie de nomade et découverte de la terre, pour moi, enfin, ça m'attire et je pense que je vais y passer. Mais ouais, j'ai cette sensation que le monde est à la fois grand et en même temps petit, que j'ai envie de faire plein de choses. Et j'ai vraiment cette envie de connecter des points, les points du monde avec mon corps en tant que médium, enfin en tant que moyen, tu vois. Il y a un mec, je sais plus comment il s'appelle, le pote justement d'Axel Carillon, qui a fait je crois que c'est un hyper triathlon, quelque chose comme ça. Et j'aime bien cette idée de se dire, je cours, après je nage, après je pédale, enfin, bon, comme ça on dirait un triathlon, mais enfin, c'est ce dont on parlait au début, un peu comme l'Otilo. L'Otilo, c'est un swim and run, c'est tu nages, tu cours. Tu nages, tu cours, et tu dois tout porter sur toi. Cette idée de se dire que, en fait, je pars de chez moi, je peux connecter tout le monde terrestre ou même maritime juste par mes propres moyens physiques. Alors moi, j'ai plein d'envies. À l'origine, donc j'étais inscrite à la Transcontinental Race il y a 2 ans. C'est toujours un peu particulier, je trouve, une course qui se décale parce qu'en général, quand tu t'inscris, c'est que ça tombe au bon moment avec tes attentes de vie de ce moment-là. Je m'étais dit, après la TCR, je fais de l'escalade et du yoga à fond. Ouais, j'ai un petit côté où j'aime bien, tu vois, genre faire des trucs à fond.
Mais pareil pour cette idée de découvrir le corps, mais aussi découvrir le monde dans sa verticalité plutôt que dans son horizontalité. Je trouve ça m'attire. Et là, chemin faisant, donc il y a la TCR cette année, je me dis, il y a un truc qui m'attire depuis hyper longtemps, c'est la Great Divide. Donc c'est une route mythique qui va de l'Alaska jusqu'au Mexique en gros. Et il y a une course qui s'appelle la Tour Divide et qui reprend cette trace. Ça m'attire beaucoup. Je sais pas si je la ferai en course ou en bikepacking. Il y a un côté grands espaces, je sais pas, western, américain, je sais pas, enfin qui berce un peu, qui berce mon imaginaire depuis longtemps. Surtout que je trouve que, enfin moi je vois toujours des liens entre le côté cow-boy et le côté vélo, tu sais, quand t'arrives dans un bar avec tes cales qui claquent. Et puis oui, évidemment, grands espaces, t'es sur ton cheval, donc il y a vraiment, je trouve, des similitudes d'imaginaire, et ça m'attire beaucoup. Et là, évidemment, il y a la Silk Road Race aussi. J'ai déjà été au Kyrgyzstan en voyage en bikepacking. En sac à dos, quoi. C'est un pays qui est trop bien. Et pouvoir faire ça en vélo, ça pourrait être rigolo aussi. Puis c'est extrême, c'est marrant. Et puis c'est des terrains nus, quoi. Ça, c'est pour ça aussi que j'ai une attirance pour la race au Rwanda, j'étais en gravel. C'est trop bien. C'est trop bien le gravel. Tu peux aller partout. Et aussi bien que j'ai une passion pour le sujet de la frontière, j'ai aussi une passion pour le sujet aller sur des endroits où il n'y a pas de route. Parce que là, on est dans un monde où il y a du monde partout. On est dans un monde où il y a des routes partout. Et ben, j'aimerais bien en fait aller dans les trous, là où il n'y a personne et là où il n'y a pas de route. Est-ce que ça existe encore? Bah, je sais pas. Bah, j'ai envie de voir. Et ça, peut-être que ça voudrait dire aussi faire un projet, tu vois, genre, enfin, que moi je mets enfin, que je me crée. Ça veut dire planifier. Moi, je suis pas très planificatrice. Je suis plus, je fonce dans le tas. Donc, je sais pas, il y a un truc à faire, mais à la rigueur, peut-être que je foncerai dans le tas, dans les interstices routiers. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai plein d'envie et ça, c'est cool. Pour l'instant, les têtes de course, je les trouve hyper classe. Enfin, alors j'allais dire c'est des mecs, c'est vrai que. Mais heureusement, il y a Fiona. Non, j'aime bien l'idée que le sport que je pratique soit porté par des gens comme ça. Donc ça, c'est une chose. Après, je pense que la seule chose qui m'inquiète pour l'instant, si ça devient un gros marché, c'est que les courses soient complètes en un jour, un peu comme ce qui se passait pour le trail, ou que les événements grossissent et que tu partes, je sais pas, à 2000 d'une ligne de départ, bah, tu perds le principe de l'ultra, ou encore pire en gravel. Tout le monde passe sur un même chemin, ça serait un peu dommage. Je suis pas trop dans la prévention. Enfin, moi, je sais que, d'un point de vue purement égocentrique, je me dis que peut-être que moi, quand j'aurai fait le tour des courses, bah, je passerai à autre chose et peut-être que. Non, mais c'est pas un sujet qui me. La belle histoire, pour moi, il doit y avoir des gens. Et dans toutes mes courses, il y a eu beaucoup de rencontres et de gens qui ont été déterminants dans le plaisir que j'ai eu à faire mes courses, qui m'ont sauvé la mise. Il doit y avoir des paysages dans une belle histoire. Ça, en général, il y en a. Dans tout ce que j'ai fait. Il doit y avoir des émotions. Non, mais en fait, c'est marrant parce que j'ai comme un énorme gloubi-boulga de mémoire avec un S. Ou de souvenirs. Moi, ce que j'aime beaucoup, mais c'est marrant parce que
les souvenirs sur lesquels j'ai le plus, que j'ai le plus en tête, c'est la Patagonie, alors que c'était il y a plus longtemps. Mais c'est ces moments où il t'arrive un problème mécanique qui est au milieu de nulle part. En gros, j'étais quasiment à la fin de la carrière australe. Et mon porte-bagages lâche. Parce que j'étais en mode, pour le coup, lourd, quoi. Et je me suis trouvée fort désarmée. Quand tu regardes ton porte-bagages, tu regardes tes bagages, tu te dis, bah merde, comment je fais? Et franchement, ouais, ok, donc tu regardes ce que t'as dans ta sacoche. Je crois que j'avais perdu mon couteau. Donc ça, bref, j'étais déprimée. Et là, je fais ce que j'aime bien faire. Je me dis, je m'ouvre à l'univers. Bien, je donne cette petite technique. Ouvrez-vous à l'univers, les solutions arrivent. Mais je crois que j'ai attendu 4 heures sur cette route où je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je vois, il y avait un mec que j'avais vu plusieurs fois sur la route qui venait d'Alaska. Et là, je le vois arriver. Et je lui dis, mon porte-bagages est cassé. Donc, super productive. Et là, il sort son couteau, il sort sa chambre à air, il fait clac. Il fait un garrot sur mon porte-bagages et il me dit, je pense que ça tient, ça va tenir. Et il repart parce qu'il y avait un ferry à prendre pour traverser de l'autre côté. Et là, je regarde mon porte-bagages et franchement, je pense que j'ai mis 10 minutes à me dire, ah ok, en fait, je peux repartir. Bon, donc, autonomie 0, ouverture à l'univers 100%. Mais ça, pour moi, c'est hyper représentatif de l'aventure. Pas le fait qu'on vienne m'aider parce que j'en suis incapable, mais parce que y a toujours des solutions autour de soi et tout va bien se passer. Donc il faut y aller. Et j'aime bien cette idée de... Moi, je suis toujours à la rage, donc j'aime bien me dire que tout ira bien, parce que sinon, je ferais rien. Et je pense que ça marche pas mal pour tout. J'ai entendu l'interview d'Adrienne qui disait cette fameuse distinction entre scientifique et poète. Je pense qu'il y a le sujet aussi que... Bah, les scientifiques, je pense qu'ils ont plus cette approche-là, genre tu listes les problèmes et tu vois comment tu peux les résoudre. Alors moi, je suis clairement pas dans de ce truc-là, parce que sinon je ferais rien. Enfin, dans le côté scientifique et prévisionnel, sinon je ferais rien, parce que ça me prendrait tellement de temps de trouver une solution pour tout. Ça s'est toujours bien passé en fait. Parce que du coup, tu as une capacité... Enfin, moi, je pense que ça me permet de développer une capacité d'adaptation. Je suis pas bloquée dans un schéma de route. Je découvre tout au fur et à mesure. Et ouais, du coup, tu peux tout faire, en fait. Ça rend vachement libre de pas se poser de questions. Moi, j'ai toujours en tête l'histoire de ce mec qui achète un vélo, qui se dit je vais le retaper et à la retraite, je vais faire le tour du monde. Et il retape son vélo, Arrive à la retraite, et ben il a un peu peur en fait de la mer. Donc il y va pas. Ou pire, il a une maladie, il meurt, il y vivra jamais. Mais il a retapé son vélo pendant super longtemps. Et il a racheté des pièces et des pièces maintenant. Moi j'ai l'impression, j'ai pas le temps en fait. Il faut que je vive maintenant. Donc
Donc si mon bateau, il y a un trou, bah, c'est pas grave, je mettrai le doigt. Mais mais il faut mieux partir, quoi. Tu verras après. Tu verras après. Au pire, je sais pas, au pire, tu finis en pirogue. À la nage. Mais enfin, toutes les expériences, enfin, ce qui t'arrive font partie de, justement, de l'expérience. Enfin, pas de l'expérience au sens apprentissage, de la vie. Et je pense qu'en fait, on fait ça pour, bah ouais, pour être vivant, quoi.